L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Machiavel Sossou, on est en compagnie de lui. Il est jeune entrepreneur, autant pour moi, observateur de la vie politique nationale. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là également pour conduire cet entretien avec moi. C'est bien cela. Allez, il est à vous. Bonjour à vous Machiavel Sossou. Bonjour. Alors d'entrée, je vais vous demander, êtes-vous surpris de la validation de la révision constitutionnelle par la commission des lois? Non, on n'est pas surpris, d'autant plus que cette commission de la loi, au niveau de l'Assemblée nationale, est constituée et à majorité et essentiellement des députés de la mouvance présidentielle. Oui. Alors donc, dans cette optique, il serait difficile que une initiation électorale ou une initiation de membres des leurs à l'Assemblée nationale au sein de cette commission ne soit pas accompagné par l'ensemble de cette classe politique qui constitue cette commission-là. Donc, en définitive, il n'y a rien de surprenant dans cela. Donc pour vous, ce n'est pas surprenant que ce vote-là passe quand même au sein de la commission des lois? Non, ce n'est pas surprenant, puisque ce n'est qu'une étape ce n'est que la première étape. Ensuite, il y aura d'autres étapes. Justement, la plénière, bien évidemment. La plénière, oui, où là, il sera question de recevoir, je crois, le 3/4 des députés à l'Assemblée nationale. Et là, c'est un autre schéma parce que, en plus du nombre des députés aujourd'hui qui composent la classe politique, enfin, qui suivent le chef de l'État, c'est-à-dire dans sa mouvance présidentielle, il faudra tout au moins un député. Démocrate pour la recevabilité et 7 peut-être pour valider le adopter vote, le projet. pour adopter le projet. Est-ce que selon vous, en tant qu'acteur politique, c'est possible au regard de la géométrie, de la configuration actuelle du Parlement? Sur le point purement mathématique, ce n'est pas possible. Par contre, la politique, ce n'est pas de la mathématique. C'est des débats, c'est des idées, c'est la défense des idées. Elle est dynamique selon vous? Pardon? Elle est très dynamique, la politique. Très dynamique. Et donc, que des députés de l'opposition se retrouvent aujourd'hui à défendre peut-être la cause commune en se joignant à la révision de la Constitution portée par le camp de la mouvance présidentielle, ça ne m'étonnera pas. Par contre, les députés de la majorité, les députés de l'opposition peuvent aussi se camper dans leur position et dire que la révision de la Constitution ne serait pas opportune et donc par cela bloquer l'adoption de la loi en question. Alors on parle toujours politique, oui. Nous sommes à l'ère de la révision de la Constitution en tant que jeune observateur de la scène politique. Dites-nous, que pensez-vous de l'actualité politique sur la révision de la Constitution? Alors, déjà il faut remercier en principe, d'après moi, tous les acteurs de la scène politique qui ont contribué à ce jour, de 90 à ce jour, à l'émancipation politique de notre pays. Je veux dire les présidents de la République successivement, les présidents de partis politiques, les différents acteurs politiques qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'émancipation, à l'évolution de
notre chapelle politique. Le 27, pardon, l'année dernière, non pas l'année dernière, le 27 novembre, non, le 7 novembre 2021, oui. Nous avons assisté à la révision de la Constitution nationale. Ce qui a donné lieu, pas à une nouvelle Constitution, mais juste une modification des articles... Là, vous parlez de 2019, là 2019, pardon. Oui. Des articles existants. À cet effet, bon, certains partis politiques, certains acteurs politiques ont décrié la chose dans le sens que, bon, ils ne seraient pas conviés à juste titre à l'élaboration de cette constitution et que cette constitution en l'état pourrait souffrir d'une coloration politique uniquement dans le but de soutenir le chef de l'État. D'assouvir le désirata d'une personne. Exactement. Et donc, aujourd'hui, nous assistons au fait que, une fois les démocrates admis à la classe politique de notre pays, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, ont l'opportunité, n'est-ce pas, de participer à la chose politique, de toiletter ces textes-là de la Constitution qui pourraient souffrir, par exemple, de certaines défaillances ou de certaines incompréhensions et qui, à mon sens, je pense qu'il faut donner priorité à l'intérêt national s'il est reconnu qu'il y a dans la Constitution des textes qui peuvent prêter à confusion, qui peuvent induire l'opinion nationale dans des erreurs ou carrément peut-être bloquer toute une marche politique. Il faudrait peut-être procéder à sa correction dès le plus tôt possible, parce que l'ancienne constitution, les textes de la constitution de 90, du 7 novembre, d'après ce qu'ils disent, d'après ce que disent certains députés, souffrent de ces erreurs-là, du fait qu'elle aurait été modifiée nuitamment. Donc sans l'apport ou le soutien... Est-ce que la période de la modification de la Constitution impacte sur la qualité? Non, c'est juste une manière de dire simplement, le fait de dire qu'elle a été modifiée nuitamment, c'était juste une manière de dire qu'elle a été modifiée qu'avec le soutien des forces politiques qui accompagnent le chef de l'État. Donc, pas forcément associé à la chose les députés ou bien les forces politiques de l'opposition. C'est juste une expression peut-être un peu trop abusée, mais qui veut juste dire cela. Voilà. Mais selon vous, est-ce que vous estimez que, peut-être vous allez opiner qu'il y a peut-être quelques mots sur votre secteur de l'entrepreneuriat, puisque nous n'avons que 13 minutes, mais est-ce que selon vous, la Constitution de 90, qui a été modifiée en 2019, est-ce que ce qui a été fait en 2019 pour vous n'était pas pertinent? Ok. Déjà, il faut voir que pour l'instant... Il y a eu par exemple l'instauration de la Cour des comptes qui était souhaitée depuis très longtemps. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de réformes politiques majeures, notamment aussi la discrimination positive des femmes. Est-ce que tout ce qui a été inclus dans notre Constitution en 2019 pour vous n'était pas bien signé, n'était pas pertinent? Alors, c'est pertinent déjà parce que il faut voir que pour l'instant, il n'y a qu'un seul article de la Constitution qui, à mon avis, fait l'objet de débats pour le moment. C'est l'article qui parle du calendrier électoral. Si je ne me trompe, ça doit être l'article 153. Alors, si dans une constitution, avec tous ces articles-là qui sont, je crois, au-delà de 150 et quelques, il n'y a qu'un seul article qui, pour l'instant, pose problème, il faut croire qu'un travail énorme, efficace a été abattu. Maintenant, le problème se pose parce qu'effectivement, il y a un problème évident de calendrier électoral. Et je pense que beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de juristes, beaucoup de techniciens se sont penchés sur la question et donné leur avis. Notamment, le problème, c'est que moi, je pense que, d'abord, moi, j'ai lu la Constitution de 90 et j'ai lu la Constitution, la nouvelle, bon, pas la nouvelle, mais la Constitution modifiée du 7 novembre 2019, je crois. Et je pense qu'au-delà de ce seul article, il faut parler, il y a lieu de lire tous les articles et voir peut-être l'opportunité de corriger aussi d'autres articles. Je veux parler, par exemple, d'un point qui me semble majeur pour notre émancipation nationale, c'est l'article qui parle du nombre de mandats et de leur renouvellement. Pour le président, il s'agit de l'article 42, et pour les députés,
et maires, l'article 80 et 151 pour les maires, pour les collectivités locales. En résumé, en fait, Oui. c'était le vœu du chef de l'État de dire que, et effectivement il a tenu parole, que nul dans notre pays ne doit se présenter, ne doit exercer plus de 2 mandats de sa vie. C'est inscrit là dans la... C'est une bonne chose quand même. Bien, le problème se C'est pose... salutaire. Il a tenu parole. C'est salutaire la réforme instituée. Dans ce sens, le problème se pose, et je vais vous expliquer. Quel problème se pose que le chef d'État décide d'en finir avec les problèmes liés à la limitation du mandat? Justement, j'estime que déjà, tous ces articles que je viens de citer ont un point commun, Lequel? l'électivité de leur mandat. Donc, tous les, que ce soit le président de la République, le candidat qui se propose à l'élection présidentielle, le député, le maire, tous vont à une élection pour représenter le peuple et détiennent un mandat du peuple pour exercer en son nom un pouvoir. Et que, pour moi, il n'est pas besoin d'interdire à un citoyen qui a représenté son peuple pour exercer en son nom un mandat dans l'optique que ce qui est privilégié, c'est l'efficacité de son travail à la tête de ce pouvoir-là. Donc, il n'est pas, je vais dire, utile de cadenasser ce mandat-là pour lui. C'est-à-dire, je vais donner peut-être une illustration pour mieux faire comprendre ce que je dis. Dans ce pays, nous avons connu, je crois, à la tête de la commune de Boycon, un certain Luc Setondiatroko, qui a été reconnu par, si je ne m'abuse, les Béninois comme un excellent maire, distingué plusieurs fois par des prix au national, sur le plan national comme à l'international. Je crois, d'ailleurs, si je ne me trompe également... Et le président de la NCB également, Luc Setondiatroko. Voilà. Mais loin de vous couper dans votre élan de raisonnement là, pour qu'on puisse rapidement progresser, puisque en tant qu'entrepreneur, on doit vous poser quand même quelques questions sur votre secteur de façon précise. De façon résumée, pour vous, 2019, c'était une belle aubaine. Ce qui a été fait était pertinent. Ce qui a été fait est pertinent. Par contre, je pense qu'il y a lieu de, s'il faut réviser la Constitution, de regarder tous les autres articles, de pouvoir donner place à une réflexion sur tous les articles. Donc, vous voulez quand même qu'il y ait une consultation large, si éventuellement il doit avoir... Et moi, je pense qu'il faut le faire, parce qu'effectivement, il y a des textes qui méritent de se faire réviser. De se faire revoir. Oui. Alors, au début de cet entretien, on vous a présenté en tant qu'entrepreneur. Oui. Dites-nous, quels sont les impacts des réformes dans ce secteur? Déjà, il faut entendre par entrepreneuriat tout ce que nous entreprenons. Communément, tout ce que l'être humain fait, ce qu'un auteur fait. Alors vous êtes entrepreneur, dites-nous, vous entreprenez dans quoi, par exemple? Moi, je suis déjà, par exemple, dans le domaine agricole et le secteur des marchés publics. Ok. Oui. Et déjà dans le domaine agricole, il faut croire que l'État a mis suffisamment de projets à la disposition du public. Projets qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment vulgarisés. Parce qu'il y a tellement de réformes. Il y a le Fonds national de développement agricole qui accompagne les acteurs du développement agricole. Il y a les ATDA qui sont une réforme du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui accompagne tout ce qui sont dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ce n'est pas inutile de rappeler que l'agriculture compte à 36% de notre PIB au Bénin. Donc, il y a lieu, et on est à, je crois, d'après les études du ministère de l'Agriculture, on est à 11 millions d'hectares de terres cultivables et qu'on a, je crois, à ce jour, à peine 20% de sa capacité. Donc, il y a lieu de mettre des politiques en place pour inciter la population, la jeunesse, à aller vers cette activité, surtout l'agriculture. Mieux même de mettre en place une politique nationale du service minimum agricole. Le gouvernement a mis en place quand même des dispositions pour susciter une certaine émulation au sein des agriculteurs. Oui. Il y a le Fonds national du développement agricole, le FNDA, qui est quand même prêt à appuyer avec des financements conséquents. Qui est prêt à appuyer ceux qui viennent à lui. Il y a beaucoup qui ne sont pas allés vers lui parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des dispositions qui sont prises. C'est pourquoi je parlais de plutôt la... On va dans la douche quand on veut se laver, c'est quand on sent le besoin. Justement, ce sont des politiques nationales. Pourquoi ils ne se rendent pas au FNDA? Tout à fait, ce sont des politiques nationales, ce ne sont pas des politiques à l'initiative personnelle. Oui. Donc dans ce cas, si vous ne savez pas qu'il y a des dispositions qui sont prises
par le chef de l'État, vous pouvez en souffrir et ne pas pouvoir en bénéficier. Et ne pas pouvoir en bénéficier. Alors, lorsqu'on reste dans ce secteur-là, on parle d'agriculture. Tout à l'heure, vous avez dit également que vous êtes dans les marchés publics. Ce secteur est quand même objet de polémiques, parfois de controverses. L'État a effectué beaucoup de réformes dans ce secteur-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les marchés sont gagnés en toute transparence? Est-ce que les réformes qui ont été opérées dans ce secteur-là, selon vous, sont productives et fécondes? Oui, je dirais oui. Pour déjà citer l'une des belles réformes du chef de l'État, c'est la mise en place de l'autorité de régulation des marchés publics, qui, à mon avis, essaye de tout faire pour rester le plus objectif possible quant à soutenir, s'il le faut, les acteurs de la commande publique qui sont les PRMP aujourd'hui et les acteurs les entrepreneurs que nous sommes dans nos offres, dans la proposition de nos offres pour les marchés publics. Et il faut, c'est vrai, citer que peut-être la mise en place de ces réformes-là ont, pour certains, constitué plus de blocages que d'opportunités. Et que dans un élan, je dirais, d'adoucissement, d'ouverture à ce secteur, à tout le monde, je pense que l'une des réformes que le chef de l'État pourrait mettre encore en place, c'est de mettre à disposition pour le secteur des marchés publics une sorte de portefeuille qui a été mise en place pour les acteurs de la chaîne de dépenses publiques. C'est-à-dire, vous savez, l'une des difficultés que rencontrent les acteurs de la commande publique, c'est-à-dire les opérateurs économiques, c'est les dispositions professionnelles et techniques. Quand je parle de dispositions professionnelles, par exemple, quand je prends un exemple du secteur des BTP, par exemple, l'entrepreneur doit proposer des techniciens dont il est sûr, a priori, de la qualité de leur diplôme, doit proposer des matériels également. Et dans ce cas, généralement, qu'est-ce que nous rencontrons? Ce qui fait souvent objet de conflits entre l'autorité de régulation des marchés publics et le personnel de la commande publique, c'est parfois certaines collusions ou l'inapproprié, je vais dire le manque d'assurance, par exemple, au niveau de ces diplômes-là, de ce personnel-là qui est proposé. Et donc, un portefeuille, une base de données dans laquelle il y aurait un personnel, les jeunes qui sont au chômage, qui ont des diplômes reconnus, donc puisqu'aujourd'hui on a institué la reconnaissance des diplômes par l'État, donc c'est le lieu de mettre dans ce portefeuille-là, dans cette base de données, un personnel qualifié, dont on est sûr des expériences et je veux dire de la qualification, ainsi que la disposition des matériels que les entrepreneurs pourront, au besoin, aller piocher pour la proposition de leur offre. Et je pense que comme cela, il n'y aura plus vous avez parlé de certains différends entre les commandeurs publics et ceux qui passent par les marchés publics pour effectuer des travaux. Les acteurs de la commande publique. Les acteurs de la commande publique. Dites-nous, quelles sont les propositions que vous aviez pour améliorer ce secteur davantage? Quand on sait que le gouvernement a quand même mis plein de réformes, malgré la bonne foi du gouvernement, il y a quand même un certain nombre de plaintes qu'on voit entre les acteurs de la commande publique quand même. Oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a un conflit entre les acteurs privés, c'est-à-dire les entrepreneurs, les sociétés et les établissements et tout, entre ceux qui représentent l'État, c'est-à-dire, d'après les nouvelles réformes, les PRMP. Au centre, il y a responsable des marchés publics. Exactement. Au centre, il y a un arbitre qui est l'autorité de régulation des marchés publics. Pour aller au marché, il y a un certain nombre d'après le Code des marchés publics, il y a un certain nombre de dispositifs ou de dispositions à respecter pour prétendre proposer des offres à l'État. Okay. C'est au nombre de ces dispositions-là à respecter qu'il y a souvent conflit. Donc, d'où je vous parlais des dispositions professionnelles, c'est-à-dire quand vous voulez, par exemple, construire un bâtiment, l'État doit s'assurer en amont de la qualité professionnelle de l'ingénieur, du technicien qui doit assurer ce chantier. Si on parle des domaines de fourniture, par exemple, on doit s'assurer de la qualité du produit que vous voulez proposer à l'État.
Et dans ce spectre-là, qu'est-ce que nous remarquons souvent? C'est qu'il y a des conflits qui naissent après les propositions des entrepreneurs. Et donc, pour éradiquer ce problème, je propose que l'État mette en place une base de données dans laquelle il y aura désormais tout un personnel, comme on l'a fait pour les fonctions de chaîne de dépenses publiques, telles que les PRMP, les SE, les autres postes aujourd'hui qu'on voit dans les communes. Et donc, il y a un fichier national. Un fichier national dans lequel il y aurait désormais ce personnel-là qui pourront permettre à ces acteurs d'aller piocher des informations de sources fiables avec lesquelles ils pourront désormais travailler. Donc, en gros, la mise en place d'un système bien informatisé. Oui, ce n'est pas déjà mal, c'est ça. Ok. Merci à vous, Machiavel Sossou. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes un jeune entrepreneur, un grand observateur de la vie politique nationale. Merci d'être passé ce matin, ce Free Matin. On reviendra incessamment, bien évidemment. J'espère que l'agenda le permettra. Merci à vous, Atifa Olafa. Vous restez avec moi. On retrouve dans un instant Francis Fahami pour la définition du jour. Il nous fait savoir ce matin comment on prend son pied.